Bonjour à tous ceux qui sont présents. Merci beaucoup à Emerging Méditerranéen, au Factory marocain pour cette opportunité. Je ne sais pas s'il y a le partage d'écran ou pas pour démarrer la présentation. Alors, je vais commencer rapidement par me présenter. Donc, Hichem Radouane, je suis cofondateur de Connectinov. Connectinov est un consortium qui a pour mission, voilà, il y a le partage qui démarre, très bien. Parfait. Donc, cofondateur du consortium Connectinov. Connectinov est un consortium qui a pour vocation de détecter et d'accompagner la valorisation de l'innovation en health tech principalement. On est basé entre Tunis et Marseille. Donc, on a un bureau à Tunis, au Berge du Lac, et on a un autre bureau à Marseille. Et notre objectif, c'est d'aider à structurer des startups innovantes en Tunisie, mais pas que en Tunisie, sur tout le Maghreb et en Afrique en général, pour les aider à bien structurer leur projet dans sa globalité. On est deux cofondateurs, un qui a plus des compétences stratégie, finance et structuration de projet, et une autre qui est très scientifique, donc qui permettra aussi d'aider sur les aspects scientifiques des projets health tech. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler un peu de la formation business model, sur comment identifier parmi les modèles d'affaires qui existent celui qui convient le mieux, et c'est surtout bien maîtriser la notion de business model et bien maîtriser les différents business models éventuels qui existent, ou au moins la plupart des business models qui existent, de manière à bien les comprendre, bien les analyser et essayer vraiment d'adapter pour son projet le meilleur business model. Les business models qu'on va citer ne sont pas forcément intangibles et non modifiables. L'idée, c'est d'essayer de capitaliser sur ces business models-là et sur ces différents exemples de business models-là pour trouver le meilleur. C'est une façon d'innover, de trouver le bon business model pour adresser son marché et ses clients. C'est une façon d'innover aussi. L'innovation n'est pas que technologique. L'innovation aussi peut se faire au travers d'un business model différent, d'un business model qui permet un peu de capter de la valeur à partir de la clientèle et de la base de la clientèle telle qu'on l'a définie tout à l'heure. Et j'espère que vous avez suivi les formations intéressantes de ce matin et de tout à l'heure sur la partie marché. Donc, je vais passer la présentation Connectinov que j'ai fait rapidement. Vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, je voulais comme introduction, en fait, me baser sur quelqu'un que vous connaissez probablement la plupart d'entre vous, qui s'appelle Porter. Si on peut passer à la slide suivante. C'est une phrase un peu longue, mais qui résume un peu, en tout cas, ma vision à moi aussi. Je partage totalement l'avis de Porter sur ça. Alors, ce que Porter dit, et j'aimerais que chacun d'entre vous prenne le temps un peu de lire ce petit paragraphe-là, de manière à bien s'imprégner avant de commencer à définir le business model et à en parler. Et donc, il dit sur Porter, il dit en 2001 déjà, ce qui était en plein bulle Internet, première bulle Internet, il dit l'approche erronée de la concurrence qui caractérise les activités sur Internet s'enracine depuis toujours dans la langue utilisée, dans le vocabulaire utilisé pour en discuter. Et donc, plutôt que de parler en termes de stratégie et d'avantages concurrentiels, les dot-com, ce qu'il appelle les dot-com, donc les sociétés technologiques ou les sociétés Internet qui ont vu le jour au début des années, fin des années 90, début 2000, et autres acteurs de l'Internet parlent de business model. Donc, ce changement de vocabulaire apparemment anodin, on dit long pour Porter. Au mieux, la définition du business model est floue. Le plus souvent, il semble se référer à une conception imprécise de la façon dont une entreprise fait des affaires et génère des revenus. Pourtant, avoir seulement un business model est bien trop insuffisant pour créer une entreprise. Et je veux mettre l'accent sur ça parce qu'on va parler de business model, mais il faut se mettre dans la tête que le business model tout seul ne permet pas la réussite d'une société ou d'une start-up. Il faut bien sûr réfléchir ou bien réfléchir à son business model. Il faut mettre en place un business model qui a du sens compte tenu de son activité et de sa clientèle. Et par contre, ce n'est pas l'unique chose à laquelle il faut penser. La génération de revenus n'a rien à voir avec la création de valeur économique. Donc, c'est deux choses dont Porter fait un peu la distinction entre les deux. Et aucun business model ne peut être évalué indépendamment de la structure de l'industrie. C'est quelque chose de très important. Je voulais démarrer un peu la présentation avant même de définir le business model et d'en parler. Je voulais un peu mettre ce pavé un peu de Porter de manière à ce qu'on y réfléchisse tous et à ce qu'on voit un peu cet aspect-là du business model. L'approche du management par les business models invite aux erreurs de jugement et à l'aveuglement. Donc, il faut faire attention. Bâtir son business model, travailler sur son business model Canva, je suppose que tout le monde
entre vous l'a fait ou la plupart ont travaillé leur business model Canva. C'est quelque chose de très important, mais il ne faut pas uniquement se baser sur ça. Il ne faut pas rester sur cet élément-là du business model ou en tout cas de la structuration de sa startup ou de son projet. Donc après ce pavé de porteur, comme j'ai dit, on va passer un peu à la vraie définition la plus simple possible du business model, et on va rentrer un peu plus dans le détail plus tard. Un business model ou modèle économique, et en fait, c'est quelque chose qui décrit les principes selon lesquels une organisation crée, délivre et capture de la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une phrase un peu bateau, donc on va rentrer un peu plus dans le détail. Et pour moi, un business model, il est basé principalement sur 3 blocs principaux. Si on peut passer à la slide suivante. Donc, ces 3 slides principaux, c'est les 3 slides en haut, c'est les ressources et compétences déployées, c'est l'offre de produits et de services et les choix des activités dans la chaîne de valeur. Je suppose aussi que tout le monde connaît la chaîne de valeur de Porter aussi. C'est lui qui a mis en place un peu cette réflexion de chaîne de valeur. Et je vous invite tous à réfléchir à votre chaîne de valeur et à votre positionnement par rapport à la chaîne de valeur en bâtissant votre business model. C'est un élément assez important dans la réflexion de la structuration de sa société. Donc, autour de ces blocs-là, il y a une petite animation, donc si vous pouvez un peu passer à l'animation suivante. Autour de ces blocs-là, il faut toujours réfléchir un peu à ces 3 blocs-là. Quelle est ma proposition de valeur? Donc, le premier bloc du business model, c'est l'offre de produits et de services. Qu'est-ce que je propose à mes clients? Quelle est la solution que j'apporte à un problème de clients en particulier? Et ça, c'est ce qu'on appelle sur le business model, dans le business model en tout cas, la proposition de valeur. Et après, réfléchir sur cette base-là autour des ressources et compétences que je vais devoir déployer et que je pourrais déployer aussi. Il y a la notion de qu'est-ce que j'ai comme ressources disponibles et qu'est-ce que je peux déployer de ces ressources-là et des compétences que je vais avoir et que je dois avoir dans ma société pour pouvoir répondre à cette proposition de valeur. Et puis, il y a la partie choix des activités dans la chaîne de valeur. Et la chaîne de valeur, encore une fois, j'insiste là-dessus, il faut bien la regarder. Et tout ça constitue ce qu'on peut appeler l'architecture de valeur. Donc, il y a la proposition de valeur et il y a comment bâtir son architecture de valeur de manière à pouvoir proposer cette valeur-là qu'on veut délivrer au sein de sa société. Alors, à partir de la partie offre de produits et de services, je vais générer du volume et une structure de revenus. Donc, je vais vendre mes produits et à partir de là, avoir mon modèle économique. Le vrai modèle économique, il est basé sur la partie volume et structure des revenus qui est générée à partir de mon offre de produits et de services. Et d'un autre côté, sur la partie volume et structure des charges, qui est lui basé sur l'architecture de valeur et donc sur les ressources humaines que je vais avoir et sur la partie, mon positionnement sur la chaîne de valeur, qui me permettra d'exécuter et de proposer la valeur que je veux proposer. Et donc, la différence entre les deux, entre le volume et la structure des revenus d'un côté et le volume et la structure des charges de l'autre, va me permettre de générer la marge. Donc, il va constituer mon modèle économique. La marge, c'est quelque chose qui va permettre à notre startup ou à notre projet de rester viable et de pouvoir continuer d'investir éventuellement, de se diversifier et de continuer à proposer cette valeur-là ou d'autres valeurs à ma clientèle. Et donc, j'insiste sur ces 3 blocs-là, proposition de valeur, architecture de valeur et modèle économique, qui constituent un peu le cœur de notre business model, de tout business model. Alors, un exercice qui permet un peu de mieux cerner ou de mieux appréhender son business model, et c'est là où il faut rentrer un peu plus dans le détail, c'est le business model Canva. Et encore une fois, j'insiste, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent et l'ont déjà travaillé. Il ne faut pas arrêter de le travailler, de le retravailler et d'y réfléchir et de se poser toujours la question, est-ce que mon business model, il est clair, il est finalisé et est-ce que j'ai pris en compte tous ces aspects et tous ces blocs-là de mon business model. Et donc, mon business model Canva s'articule autour de 2 parties principales qui sont la proposition de valeur, juste au milieu, et le segment clientèle. Et donc, vous avez évoqué dans la formation qui a précédé la segmentation de la clientèle, entre autres. Et donc, j'ai ces 2 blocs-là. À partir de ces 2 blocs-là, je vais me poser 2 questions. Comment mettre en place, comment atteindre ces clients-là? Et donc, c'est les canaux de distribution qui vont permettre d'atteindre ma clientèle ou d'acheminer ma proposition de valeur à mon segment de clientèle. Et puis, la relation qui est en haut, la relation avec les clients que je vais devoir mettre en place de manière à les fidéliser, de manière à les faire acheter mon produit ou mon service. Et puis, de l'autre côté, sur le côté, ça, c'est la partie proposition de valeur.
Et de l'autre côté, j'ai les partenaires clés avec qui je suis obligé de travailler, ou j'ai besoin de travailler de manière à délivrer mon produit et ma proposition de valeur, et donc leur positionnement sur la chaîne de valeur qu'on a évoqué tout à l'heure, les activités clés que je vais devoir mettre en place et les ressources clés, et donc sur la partie architecture de valeur. Et tout ça, cette partie-là, la partie de gauche, va générer la structure de coûts, quand la partie de droite va générer le flux de revenus ou la structure de revenus. Et donc, il va permettre la différence entre les deux, va permettre de générer mes marges et permettre la viabilité de ma société. Donc, le business model Canva est un outil important. Le positionnement de mon projet dans ma chaîne de valeur va être quelque chose d'important aussi. Et le business model, c'est un tout, ce n'est pas uniquement comment gagner de l'argent ou comment générer de l'argent pour ma société. Maintenant que c'est dit, on va essayer de regarder un peu les différentes typologies de business model. Il y en a beaucoup, il y en a énormément de business models ou de modèles de business ou de modèles économiques qu'on peut adopter pour notre startup ou pour notre projet. Et parmi ces business models-là, le premier, c'est tout ce qui est modèle économique classique. Et on verra des exemples après sur la slide suivante. On va essayer de les évoquer tous. Et puis, on verra un peu quelques exemples pour schématiser et pour mieux comprendre un peu ces différents business models. Les business models économiques classiques, c'est vente-achat, c'est je suis agriculteur, je produis quelque chose et je la revends à mon client final ou à un intermédiaire. Et c'est le modèle d'achat-vente classique. Le deuxième modèle économique ou deuxième business model, c'est ce qu'on appelle le low cost. Donc, c'est un modèle économique qui essaie un peu de se diversifier en cassant les prix, en travaillant sur sa structure de coûts et donc en baissant énormément ses coûts de manière à pouvoir se permettre de vendre beaucoup moins cher que la concurrence. Et donc, c'est ce qu'on appelle le modèle low cost. Le troisième modèle économique sur lequel on va évoquer, ou on va donner un exemple tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la désintermédiation. Et donc, c'est un modèle économique de base. Tous les modèles économiques sont des modèles économiques de base qui ont été adaptés aux startups technologiques ou aux projets technologiques. Et la désintermédiation, c'est un modèle économique qui a été énormément facilité par Internet. C'est tout ce qui est plateforme de vente de quelque chose. En fait, on vend un produit de quelqu'un pour quelqu'un d'autre et on fait la mise en relation et on touche une commission en faisant cette opération-là ou cette vente-là. Le quatrième modèle, c'est le commissionnement. Et c'est un peu le modèle économique des comparateurs sur Internet. Et donc, être intermédiaire pour ramener un client vers un fournisseur. Le cinquième modèle économique, c'est l'abonnement. Et donc, c'est un peu le modèle économique des journaux à la base qui était exporté au e-commerce. Et donc, on verra aussi un exemple phare de ce modèle économique-là un peu plus tard dans la slide suivante. Le sixième modèle, on va en évoquer une dizaine à peu près, juste pour vous donner une idée, et on répondra éventuellement aux questions tout à l'heure si vous en avez. Le sixième, c'est le financement par la publicité, ou ce qu'on appelle le modèle économique du gratuit. Donc, essayer de faire quelque chose qui n'est pas payant, mais quelque part qui permet de générer des revenus. Et comme disaient certains, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, à partir de là, les sites Internet qui sont gratuits, généralement, monétisent la data ou font de la publicité en essayant de cibler leurs visiteurs, le visiteur des sites. Le modèle économique suivant, c'est les enchères. eBay en est le meilleur exemple. C'est le modèle économique des salles de vente qui était démocratisé au site d'enchères en ligne. Donc, c'est un modèle, je pense, assez classique et assez clair pour comprendre. Le modèle économique suivant, c'est ce qu'on appelle le freemium. Donc, le freemium, c'est un modèle économique mi-gratuit, mi-payant. C'est quand on essaye de faire venir quelqu'un en proposant des choses gratuites, mais avec des fonctionnalités payantes. Donc, vous avez accès à la possibilité, vous avez accès à la solution, mais avec des fonctionnalités réduites. Et si vous voulez avoir plus, il va falloir payer pour pouvoir utiliser la totalité du produit ou la totalité de la solution. L'innovation permanente, et là je vais continuer, on donnera l'exemple tout à l'heure, mais je vais commencer à le citer dès maintenant, je vais continuer à utiliser le modèle Apple, c'est être constamment dans l'innovation de manière à pousser sa clientèle à racheter ses produits de nouveau en rajoutant quelque chose de nouveau, en rajoutant des fonctionnalités supplémentaires aux produits qui étaient vendus il y a 2 ans. Donc tous les 2 ans, on sort un nouveau produit qui ressemble un peu au précédent, mais qui est un peu meilleur avec plus d'innovation, avec
C'est ce qu'on appelle le modèle de l'innovation permanente, de manière à capter sa clientèle et sa base de clientèle le plus possible et renouveler leurs opérations d'achat. Et je pense que ça va être le dernier modèle. Le 10e, c'est ce qu'on appelle le modèle de l'imprimante. C'est un modèle économique attractif qui permet d'attirer le client en vendant quelque chose. Et puis, une fois qu'il est attiré, une fois qu'il a acheté l'imprimante, il va être obligé d'acheter les cartouches d'imprimante. Et donc, il n'aura pas le choix. On fait généralement la marge sur la deuxième partie de la vente, sur la vente des cartouches. L'imprimante, elle est à un prix très raisonnable, mais les cartouches, généralement, c'est là où on fait de la marge. Et donc, on a appelé ça le modèle de l'imprimante. C'est un modèle économique qui permet d'attirer le client dans un premier temps et puis de le retenir derrière parce qu'il n'a plus le choix quelque part. Voilà, rapidement, il y en a d'autres modèles économiques, mais je pense que là, vous avez la panoplie des 10 les plus connus et les plus utilisés. Après, on peut combiner plusieurs modèles économiques entre eux. On peut adapter son modèle économique en s'inspirant de modèles économiques qui existent. Donc, il ne faut pas se dire, on va copier un modèle économique. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'innovation peut être aussi sur le business model, peut être sur le modèle économique et sur la façon avec laquelle on va générer des flux de revenus à partir de notre projet. On va passer à la slide suivante pour essayer de prendre quelques exemples pour schématiser et pour bien comprendre de quoi on parle. Donc, le modèle économique classique, typiquement, je vais citer l'exemple de la FNAC. Si on peut passer, voilà, il y aura malheureusement un passage par modèle économique. Donc, le modèle économique classique, comme j'ai dit, c'est de l'achat-vente. Donc, le modèle de la FNAC est un modèle assez clair et assez simple à comprendre. Le low cost, il y en a quelques-uns et le meilleur, je pense, exemple le plus connu, c'est Ryanair. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, essayer de réduire ses coûts pour attaquer une part de marché qui n'était pas forcément adressée avant parce qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter un billet Air France, donc qui peut acheter un billet Ryanair, ou alors récupérer une partie des parts de marché du concurrent en proposant des solutions peut-être un peu plus low cost ou des services un peu plus low cost, mais qui sont à un prix beaucoup plus intéressant. Et donc, du coup, il y a des choses superflues dont les gens n'ont pas forcément besoin. Quand on est généralement dans l'innovation, on essaie toujours d'améliorer son produit, on essaie toujours de monter en gamme. Et ça a une implication forcément sur le coût, sans pour autant répondre à la problématique ou sans pour autant rajouter quelque chose par rapport au besoin initial du client. Et donc, les modèles économiques low cost essaient de s'inspirer de modèles qui existent déjà, réduisent un peu l'offre de services de ces modèles-là en réduisant énormément leurs coûts et donc en réduisant leurs prix. Et à partir de là, ils peuvent intéresser des clients qui utilisent aujourd'hui le même produit chez la concurrence ou alors qui n'avaient pas les moyens de l'utiliser chez la concurrence. La désintermédiation, le meilleur exemple, c'est les banques en ligne aujourd'hui qui se sont affranchies de tout ce qui est agence. Boursorama Banque en France, on est un exemple phare, même si c'est une filiale d'une banque établie qui est la Société Générale, mais Boursorama Banque aujourd'hui se positionne comme une des banques les plus importantes en France en termes de désintermédiation. Il n'y a plus d'agence, il n'y a plus de conseillers clients ou très peu. Le client, il a besoin d'un service bancaire, il trouve le service bancaire sur Internet directement auprès de sa banque Boursorama, sans pour autant avoir besoin de tous les coûts qui sont effectivement nécessaires chez une banque classique. Le commissionnement, c'est l'exemple de Airbnb, par exemple, qui met en relation, c'est généralement les plateformes qui mettent en relation entre un client qui cherche une solution et un fournisseur qui aimerait atteindre ce client-là, mais qui ne sait pas comment le faire. Et du coup, avoir une plateforme qui touche des commissions sur la base de chiffre d'affaires réalisé par un fournisseur classique à un client cible. L'abonnement, le meilleur exemple, c'est Netflix. Je pense que tout le monde connaît Netflix. Donc, c'est essayer de capter le client en lui offrant toujours quelque chose pour le garder et en le faisant payer tous les mois un montant fixe ou tous les ans un montant fixe de manière à le retenir et essayer de faire en sorte que sa proposition de valeur permet de fidéliser le plus possible ce client-là et de le garder le maximum de temps pour qu'il puisse continuer à payer un abonnement. Donc, l'abonnement récurrent est une façon de générer des revenus à flux fixe et qui permet un peu de sécuriser aussi quelque part la viabilité de la société et de lui donner de la visibilité, en tout cas, sur une certaine durée. Le financement par la publicité, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des sites gratuits généralement. Un exemple français, encore une fois, c'est Doctissimo qui est assez connu. C'est un site d'information médicale qui n'est pas payant, donc tout le monde peut se connecter sur ce site-là, avoir des informations, poser des questions, lire des articles, etc., sans payer rien du tout. Par contre, Doctissimo se base
sur la publicité pour pouvoir générer de revenus et essayer de proposer le mieux possible sa proposition de valeur à ses clients. Les enchères, comme évoqué tout à l'heure, eBay, je pense que c'est assez clair aussi comme modèle économique, on va pas s'attarder dessus. Le freemium, un des jeux mondialement connus qui se base énormément sur ça, c'est le jeu Candy Crush. Et donc, Candy Crush, c'est un jeu gratuit. Normalement, on peut jouer sans rien payer, on peut avancer sans rien payer. Par contre, si on veut finaliser des choses, avoir des fonctionnalités supplémentaires, avoir des forces supplémentaires pour pouvoir finir des niveaux ou avancer plus vite sur des niveaux, il faut payer pour avoir des choses supplémentaires et pouvoir concurrencer ses amis ou faire mieux que ses amis. Donc, à la base, c'est un jeu gratuit, tout le monde peut jouer gratuitement, mais il génère pas mal de chiffre d'affaires parce que les gens se retrouvent quelque part obligés de payer de temps en temps pour pouvoir avancer plus rapidement. Ils se sentent coincés sur un niveau, et ils payent pour avoir des fonctionnalités supplémentaires et leur permettre de passer le niveau dans lequel ils sont bloqués. Et donc, ça a l'air gratuit, mais en fait, ça n'est pas et ça génère énormément d'argent. C'est aussi un modèle économique sur lequel certains projets peuvent se baser pour générer du chiffre d'affaires. L'innovation permanente, comme évoqué tout à l'heure, c'est Apple, c'est essayer de garder le client en proposant toujours des produits à la pointe de l'innovation. Samsung aussi se positionne sur la partie téléphonie mobile, smartphone, se positionne aussi sur le même niveau que le même business model que Apple. D'autres aussi sont en train de faire exactement la même chose, donc de copier Apple, mais Apple à la base était un des pionniers sur ce modèle-là. Et le modèle de l'imprimante, ou alors le modèle Nespresso maintenant, c'est d'essayer de vendre des machines, des équipements ou des choses qui ne sont pas forcément très chères, qui peuvent permettre après de vendre d'autres composantes ou d'autres consommables comme Nespresso. On vend une machine à café pas chère, donc on retient le client, on attrape le client et puis derrière, pour pouvoir utiliser sa machine et pour pouvoir boire du café, il est obligé d'acheter des dosettes. Et on fait la marge sur ces dosettes-là à partir du moment où il a la machine. Donc voilà rapidement des exemples, juste pour mieux comprendre les différents business models. Et on aura probablement une petite dizaine de minutes après, si l'organisation le permet, pour pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Alors après, la question qui se pose, c'est bien choisir son business model. Donc la question à 1 million de dinars ou 1 million de dollars, ça dépend quelle monnaie vous utilisez. Comment bien choisir son business model? C'est pas forcément une réponse simple à trouver. Donc pour trouver un business model, généralement, il y a quelques axes sur lesquels il faut travailler. On va commencer par le premier. Donc, le premier, tel que ça a été évoqué tout à l'heure lors de la formation précédente notamment, c'est trouver une adéquation. Il faut absolument trouver une adéquation entre la proposition de valeur et le segment de clientèle cible. Donc, à partir de là, il va falloir faire son étude de marché. Il va falloir bien segmenter sa clientèle. Il va falloir bien adapter son offre de sa proposition de valeur pour un meilleur market fit, le meilleur market fit possible. Et donc, à partir de là, répondre à la problématique du client, répondre aux besoins du client avec la proposition de valeur qui soit la plus adaptée possible. Donc ça, c'est la première partie, c'est la partie proposition de valeur telle qu'on l'a vu tout à l'heure dans les blocs, les différents blocs du business model, c'est la partie proposition de valeur. Après, il y a la viabilité financière aussi qui constitue pour moi, et c'est peut-être un peu biaisé pour moi parce que je suis expert comptable de formation, donc la partie finance pour moi est quelque chose de très important. Il faut absolument s'assurer de la viabilité financière de son projet ou de sa startup. Et pour ça, à la base, pour démarrer, c'est un investissement initial raisonnable. Il faut savoir bien démarrer son projet, il faut savoir bien structurer son projet au démarrage et bien mettre les proportions dans ces besoins-là, de manière à ce que l'investissement initial soit raisonnable. Et à partir de là, à partir du moment où l'investissement initial est raisonnable, le retour sur investissement serait généralement suffisamment rapide. Donc, il faut bien calibrer son projet, bien calibrer ses besoins par rapport aux revenus futurs estimés. Quelque chose de très important aussi dans la structuration de son projet et de son business model, c'est la structuration entre coûts fixes et coûts variables. Donc, je suppose que la plupart d'entre vous connaissent un peu ces notions-là, et je vais quand même le répéter. Les coûts fixes, c'est les coûts qui sont là indépendamment du niveau de chiffre d'affaires qu'on va générer, ou du niveau de production ou de service ou de vente qu'on va générer. C'est le loyer qui sera là de toute façon, quelles que soient les quantités qu'on va vendre. C'est toutes les charges fixes qui ne vont pas bouger. Si on vend un produit ou on vend 1000, ça sera plus ou moins les mêmes coûts fixes, même si les coûts fixes évoluent
par palier compte tenu des ventes et des quantités vendues. Mais généralement, c'est des coûts qui ne changent pas énormément jusqu'à un certain niveau. Donc, il faut bien structurer dans son projet la répartition entre ces coûts fixes et les coûts variables qui sont, eux, dépendants des quantités vendues ou du chiffre d'affaires qui va être réalisé. Et donc, avoir une structure, et là, pendant cette crise Covid, je pense que les entreprises qui sont sorties le mieux, c'est les sociétés qui avaient des coûts fixes pas très importants et des coûts variables importants, de manière à ce que quand les ventes baissent ou quand il y a un souci sur le marché, ben, les coûts variables vont baisser en conséquence et la partie des coûts fixes à laquelle il faut répondre reste raisonnable par rapport à la structure de la société et par rapport aux capacités financières de la société. Donc, dans la réflexion du business model, à partir du moment où on a répondu un peu à la première partie qui est la proposition de valeur, la deuxième partie pour moi, c'est de s'assurer de la viabilité financière de sa société et de la possibilité de son projet à générer une trésorerie qui soit viable, qui permet en tout cas à la société d'être viable. Et donc, maîtriser son fonds de roulement, bien gérer ces aspects-là. Mes clients ne vont pas forcément payer tout de suite ou alors faire en sorte que mon modèle économique permette que mes clients payent tout de suite ou même payent même en avance. Il y a certains business models qui sont avec des paiements en avance. Donc, il faut réfléchir ces aspects-là de manière à bien structurer son fonds de roulement. Donc, son fonds de roulement, c'est la différence entre stock, client et fournisseur, entre le montant de mon stock nécessaire, le montant de mes créances clients et la durée de paiement de mes clients et le montant de mes encours fournisseurs ou de mes dettes fournisseurs. Et donc, structurer ça de manière à ce que ça soit vraiment générateur de trésorerie ou le moins possible consommateur de trésorerie, de manière à pouvoir rester viable et ne pas avoir un besoin en cash qui soit trop important et qui peut mettre en péril la viabilité de la société ou la scalabilité de la société. Le troisième point sur lequel qu'on va évoquer pour trouver un bon business model, d'après moi, c'est trouver les moyens de mettre en œuvre le modèle. Qu'est-ce que ça veut dire? On va passer les points suivants. Donc, je reviens à la notion de maîtriser sa chaîne de valeur. Et encore une fois, je vous invite tous à regarder la notion de chaîne de valeur si vous ne la connaissez pas. C'est un tableau assez simple qui décrit un peu tous les blocs qui sont nécessaires pour la réalisation pour une entreprise ou un projet entrepreneurial en général. Et donc, il faut bien se positionner, savoir qu'est-ce qu'on va faire, nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on va faire en externe. Donc, on va faire appel à des sous-traitants, on va faire appel à des fournisseurs pour une partie. Est-ce qu'on va faire appel à des gens en amont de manière systématique ou en aval de manière systématique, ou c'est moi qui va assurer la partie logistique, la partie marketing, etc. Donc, toute cette partie, toute cette étude de la chaîne de valeur va être quelque chose de bien important à définir pour bien sortir son business model. Et après, il faut bien s'assurer de la mise en place des ressources nécessaires et externaliser quand c'est nécessaire. Donc, si je décide de faire telle activité de ma chaîne de valeur en interne, il faut que je sois sûr de pouvoir avoir les ressources nécessaires, que ce soit humaines ou financières, pour pouvoir répondre et faire cette partie-là de la chaîne de valeur. Après, il faut bien sûr, à partir du moment où on s'assure de la viabilité financière aussi, et je reste toujours dans la partie finance parce que dans un business model, la partie modèle économique, au vrai sens du terme, la partie différence entre flux de revenus et charges, c'est quelque chose qui reste très important. Une fois qu'on a assuré sa viabilité financière et sur le court terme et sur le moyen terme, il faut trouver un modèle qui soit durable, qui nous permet sur le long terme de survivre et de laisser la société, d'assurer la pérennité de la société. Et pour ça, il faut absolument réfléchir à son environnement, prendre en compte l'environnement et l'évolution de l'environnement. Il y a ce qu'on appelle l'outil Pestel, qui est aussi à regarder. Je vous invite tous à le regarder, à bien l'étudier dans le cadre de votre projet pour prendre en compte la partie technologique, la partie légale, la partie environnementale, toutes les contraintes actuelles ou futures éventuellement, et donc essayer d'anticiper un peu ces complications futures éventuellement ou ces lois futures qui peuvent sortir, ou alors tout ce qui est évolution technologique, regardez toujours la concurrence, regardez toujours l'environnement, de manière à ce que le modèle reste durable. Ce n'est pas parce qu'on a mis un business model aujourd'hui qui reste applicable toute la durée de vie de sa société. Il faut qu'on regarde toujours, il faut qu'on adapte toujours ses ressources, il faut toujours qu'on adapte son offre de valeur. Ok, bon, il n'y aura pas beaucoup de questions après, donc on va essayer d'accélérer de manière à vous laisser au moins 5 minutes.
Et donc, je vais conclure rapidement en disant que votre business model doit être évolutif, tel qu'on a. Il y a la partie analyse de risque aussi qu'on a sauté. Je pense que c'est un point assez important. Il faut toujours analyser ces risques, essayer de les anticiper quand c'est possible et préparer un plan pour les mitiger un peu, pour essayer de faire en sorte que même si le risque arrive, même s'il y en a certains qu'on peut pas anticiper, mais comme la crise Covid, typiquement, personne, je pense, n'a anticipé un tel risque. Mais il faut toujours essayer de réfléchir au pire et prévoir un plan B au cas où le pire se réalise. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre beaucoup de ressources pour ça, mais il faut toujours au moins être sûr qu'on a étudié nos risques et on a analysé nos risques et on les a un peu anticipés. Donc un business model doit être toujours évolutif, il doit être adapté en permanence. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on l'a mis aujourd'hui que demain, ça va être le même business model qui va être appliqué. Ceci dit, il faut toujours essayer de rester fidèle à l'histoire de son projet, de son entreprise, de sa culture d'entreprise, de ses atouts, de ses ressources en interne, et puis essayer d'anticiper et capitaliser sur son savoir-faire et sur sa compétence. Voilà rapidement, merci beaucoup. J'espère qu'on aura quand même 5 minutes de questions-réponses si vous en avez. Pas de questions? Trop compliqué ou pas assez clair? On a des mains levées. On a des mains levées. Alors allons-y. On a combien de temps, Elsa? 5 minutes? Oui, 5 minutes, parfait pour les questions. 2 questions maximum si possible. Allez, je vous laisse choisir les 2 questions alors. Alors, Mourad a une question. Est-ce que tu peux activer ton micro, s'il te plaît? Oui, c'est bon, merci. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut changer un business model? C'est-à-dire, on peut commencer avec un certain business model et après changer. Par exemple, dans Absolument. notre... Ouais, allez-y, allez-y. Pardon. Par exemple, dans notre cas, on a une technologie. Nous avons développé l'appareil médical. Il est approuvé. Il y a les essais cliniques. Par contre, pour la fabrication, nous trouvons des problèmes. Donc, ce que nous faisons maintenant, c'est on utilise notre appareil juste au niveau de notre centre. Et donc, ça, c'est notre business model. Et après, l'appareil à une plus grande échelle. Donc, on aura un autre business model qui sera de le vendre ou de le louer à d'autres centres antidouleurs, par exemple. On peut toujours, bien sûr, on peut toujours et il faut toujours adapter son business model en fonction des besoins. Mais comme j'ai dit dans la dernière slide, il faut rester fidèle aussi à l'histoire de son entreprise et en fait à la relation qu'on a éventuellement établie avec sa clientèle. On ne peut pas vendre à une clientèle d'une manière et puis du jour au lendemain changer complètement de modèle économique et proposer autre chose à sa clientèle. Ça risque de perturber un peu le message de l'entreprise. Mais il faut absolument savoir comment transiter d'un business model vers un autre de manière à assurer, encore une fois, l'objectif, c'est d'assurer la viabilité économique de la société. Il ne faut pas s'obstiner à garder un même modèle économique indéfiniment dans le temps, mais par contre, il faut faire attention aussi au message qu'on passe à nos clients. On ne peut pas démarrer avec un business model d'abonnement à, je dis n'importe quoi, à 5 dollars par mois et puis du jour au lendemain vendre à 50 dollars par an ou quelque chose comme ça. Il faut rester cohérent dans les modifications et dans les évolutions du business model. Mais oui, absolument, il faut adapter et c'est normal d'adapter le business model. Merci. Une autre petite question rapidement peut-être de Ryan. Ryan, tu peux activer ton micro? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Hicham, pour votre temps et votre présentation. Je suis en fait de Reboot Camp, une startup éducative, et je voulais donc essayer. Donc notre approche ou notre business se base sur que nos clients utilisent notre service une seule fois. Une fois qu'ils passent notre formation, c'est fini. Donc la relation c'est fini. Étant donné cette information, quel type de business model donc pensez-vous qu'on a le meilleur fit, disons? Moi je poserais la question différemment. C'est comment faire en sorte que votre client revient, parce qu'un client acquis et un client qu'on a dans sa base de données, c'est un client qui, surtout s'il est satisfait, et il faut s'assurer de la satisfaction de sa clientèle, Oui. ça serait dommage de ne pas le faire revenir. Et donc la question que je me poserais moi dans ce cas-là, c'est pas quel modèle je propose à mes clients
qui viennent une fois, mais comment faire en sorte que mes clients reviennent? Qu'est-ce que je peux proposer de différent à ces mêmes clients-là, de manière à les garder ou de manière à les fidéliser ou à les faire utiliser d'autres choses de ma proposition de valeur? Je ne sais pas si ça peut être adapté ou pas, mais c'est une réflexion en tout cas à avoir en interne, de manière à pouvoir peut-être modifier complètement votre business model. Une des choses les plus compliquées dans un projet de startup, c'est d'attirer des clients. Donc, si vous avez la capacité d'attirer des clients, ça serait vraiment dommage de les perdre derrière, parce que votre business model ne permet pas de leur proposer autre chose. D'accord, d'accord. Je ne sais pas si je réponds à votre question ou pas. Oui, juste peut-être un petit point de clarification. Ils ne peuvent pas retourner parce que notre produit, c'est la formation en elle-même. Une fois qu'ils sont formés et qu'ils trouvent un boulot, il n'y a pas de raison pour qu'ils reviennent et faire une autre formation. Faut réfléchir à autre chose. Il faut réfléchir à une autre proposition de valeur complémentaire qui vient compléter ce besoin-là. Une fois qu'ils ont fait la formation, de quoi ils pourraient avoir besoin? Dans les compétences que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez lui proposer de plus au-delà de cette formation-là, une fois qu'il l'aura fait, pour pouvoir le faire revenir?